Vous écoutez l'Anamnèse, le podcast qui parle de médecine générale de l'AGEF.be. Bonjour à tous et bienvenue dans l'Anamnèse. Aujourd'hui, nous allons explorer le rôle essentiel des soins psychologiques de première ligne et le fonctionnement de ceux-ci. Pour nous en parler, nous accueillons Monsieur Jonathan Bouvy, le coordinateur local du réseau santé mentale de l'Est francophone. Bonjour Jonathan. Bonjour Maxime. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous résumer, nous expliquer rapidement ce qu'est le RESME ? Le RESME, donc c'est le réseau santé mentale de l'Est. Alors c'est un des réseaux de santé mentale qui couvre tout le territoire. C'est un réseau adulte parce qu'il y a aussi des réseaux enfants-adolescents. Donc il couvre les 20 communes francophones de l'arrondissement de Verviers. Et alors l'objectif du RESME en fait c'est de réunir toute une série d'acteurs de la santé et du social qui se préoccupent des problèmes de santé mentale. Et donc de réfléchir au processus qui vise à renforcer la santé mentale des citoyens. Et comme on parle de santé mentale, il y a une nouvelle campagne lancée par l'INAMI qui parle notamment des soins psychologiques de première ligne. Est-ce que tu peux peut-être m'expliquer ce que sont les soins psychologiques de première ligne ? Alors, c'est une nouvelle offre en fait qui a été mise en place via l'INAMI en fait, donc et qui vise de tout en premier temps à renforcer, améliorer l'accessibilité aux soins psychologiques. Et donc quand je parle d'accessibilité, c'est financier déjà, puisque ce sont des soins donc, qui sont remboursés par l'INAMI, qui sont devenus très accessibles financièrement. Mais pas seulement l'accessibilité financière, il y a aussi l'accessibilité physique, l'accessibilité géographique, donc on essaie aussi de couvrir toutes les communes de l'arrondissement. Il y a d'autres manières d'améliorer l'accessibilité. Il y a aussi toute une série de freins culturels. Et une grosse plus-value du projet, c'est d'aller toucher des publics qui sont plus éloignés finalement du système de santé mentale, des publics qui ne feront pas appel eux-mêmes à ces soins-là. Et donc, le projet vise aussi à s'intégrer dans la première ligne de soins et d'aide pour pouvoir aussi toucher tous ces publics-là. Et donc, en collaboration avec tous les partenaires de terrain existants. Oui, donc apporter un premier soutien psychologique finalement aux personnes qui d'elles-mêmes n'auraient peut-être pas fait ces démarches-là ou qui ont un peu de difficulté à trouver d'elles-mêmes, à aller chercher elles-mêmes de l'aide. C'est ça, exactement. Et donc, c'est la première ligne d'accès aux soins psychologiques, la porte d'entrée en fait. Et donc, la première séance est gratuite d'ailleurs pour inciter les personnes à en bénéficier. Alors, puisqu'on parle du montant, en fait, jusqu'à 23 ans, il faut savoir que les consultations sont entièrement remboursées. Et à partir de 23 ans, à partir de 24 ans, plus exactement, on est sur des consultations à 11 € et 4 €. Qui peut prodiguer des soins psychologiques ? Alors, ce sont des psychologues qui sont psychologues cliniciens, qui ont reçu un agrément des autorités comme profession de santé. Donc, ils sont reconnus par les autorités et pouvoir exercer la psychologie clinique. À partir de là, ils font la demande de s'inscrire dans notre réseau ou dans n'importe quel réseau en Belgique, puisque tout le territoire est désormais couvert. Et alors, ils peuvent exercer en tant que psychologue de première ligne. Il y a également des orthopédagogues, qui est une spécialisation, une spécialité. C'est une profession différente, mais donc sont psychologues et orthopédagogues conventionnés. Et est-ce qu'il y a beaucoup de psychologues et orthopédagogues conventionnés sur l'arrondissement ? Alors, sur notre arrondissement, je parle du réseau adulte, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des réseaux enfants aussi. C'est le réseau Réalisme, qui est le réseau enfants-ados pour la province de Liège, et donc il couvre également le territoire de l'arrondissement. En ce qui concerne le réseau santé mentale de l'Est, il y a 60 psychologues actuellement et qui donc prennent en charge des personnes à partir de 15 ans. Et est-ce que tu penses que les soins de première ligne psychologiques sont importants dans le système de santé belge ? Oui, ils sont importants parce que on a toujours un système en évolution, mais qui était jusqu'à maintenant encore fortement orienté vers les prestations à l'acte. On a aussi un besoin d'augmenter la prévention dans le cadre du système de santé. Donc ici, il n'est pas encore assez préventif. L'intervention concernant les soins psychologiques au niveau du système de santé était peu développée en fait. Il y avait peu d'intervention, de prise en charge des soins psychologiques au niveau des autorités. Et alors, ce dispositif s'inscrit vraiment dans une démarche de santé publique. Donc, c'est vraiment de capter les besoins sur un territoire donné et de pouvoir justement prendre les mesures pour pouvoir améliorer la santé mentale et viser le bien-être global d'une population. Donc, c'est vraiment un changement de paradigme, un changement d'optique au niveau de la santé et des soins de santé mentale, en particulier ici.
Tu en as parlé rapidement tout à l'heure, mais est-ce que tu peux peut-être me rappeler à qui s'adressent tes soins psychologiques de première ligne? Est-ce qu'il y a un profil type ou est-ce qu'il y a un public cible pour cette offre de soins? Alors en fait, l'offre, elle a la vocation à s'adresser à un public le plus large possible, avec une attention particulière au public vulnérable. Donc potentiellement, tout citoyen peut y accéder. Et les réseaux sont encouragés à aller davantage capter, toucher les publics qui ont des besoins prioritaires. Donc voilà, c'est largement accessible, mais avec naturellement, et c'est là l'intérêt aussi d'avoir confié l'opérationnalisation de ce dispositif aux réseaux de santé mentale, puisque les réseaux de santé mentale sont déjà sur le terrain, organisent les concertations entre les partenaires, et l'idée des réseaux, c'est qu'ils puissent faire remonter les besoins de terrain et pouvoir justement venir en aide, en soutien aux patients, aux citoyens, via le dispositif, et en collaboration avec les initiatives qui se font déjà sur le terrain, puisqu'il y avait déjà pas mal d'initiatives aussi en santé mentale, ou liées au bien-être qui existent. Et donc l'idée, c'est de venir en complément, en renfort de l'offre existante, afin de pouvoir mieux prendre en charge la santé mentale des citoyens sur un territoire donné, qui est le nôtre ici au niveau des 20 communes de l'arrondissement. Est-ce qu'il y a des motifs fréquents que les professionnels de la première ligne sont amenés à rencontrer dans le cadre de ces soins? Alors, il faut savoir que toutes les problématiques sont concernées, donc le dispositif n'est pas limité à tel ou type de problème ou de pathologie. On est d'abord sur des problèmes légers à modérés, pas des problématiques complexes, et le dispositif a aussi une dimension préventive, parce qu'on va l'aborder plus tard, mais lorsqu'on va aller un peu plus en détail dans les possibilités que peut offrir la Convention en termes de soutien. Mais au niveau des problématiques, on peut citer notamment ce qui revient souvent, les problèmes liés au travail, de l'anxiété, les problèmes à l'école, les changements de comportement, problèmes d'humeur, de sommeil, des problèmes d'assuétude aussi, difficultés relationnelles, isolement social. En fait, la palette est assez large en fait. Et c'est pour cette raison que le dispositif a cette vocation large et de ne pas se limiter à des pathologies spécifiques. Et donc ce dispositif en fait intervient sur pratiquement toutes les problématiques que peut rencontrer une personne jusqu'à un certain degré de complexité, c'est bien ça? Exactement. Donc à un moment donné, si les psychologues estiment que le problème ne peut être traité en première ligne, qu'il s'agit là de problèmes plus complexes, plus spécialisés, eh bien c'est le rôle du psychologue de première ligne d'orienter vers d'autres services, d'autres partenaires. Et c'est là l'intérêt qu'il soit justement en réseau et puisse pouvoir orienter, connaître les dispositifs qui sont déjà mis en place dans le réseau de première ligne de santé au sens large, pour pouvoir mieux orienter aussi. J'ai l'impression, en lisant la presse et en regardant les médias, et entre autres avec cette nouvelle campagne de l'INAMI, de voir de plus en plus de communication autour de la santé mentale. Et est-ce que ce serait lié à une augmentation d'une demande, ou est-ce qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont à l'aise à l'idée d'en parler? Je crois que c'est les deux. Vous avez raison, donc ces deux aspects-là sont valables en fait, puisque il faut savoir que le dispositif finalement, il a été vraiment mis en œuvre, développé au moment de la crise Covid, où là on a constaté une énorme augmentation de la souffrance mentale. Alors depuis lors, on constate encore aujourd'hui une forte augmentation, mais elle est liée aussi certainement à une meilleure connaissance du dispositif actuellement. Donc il y a notamment une campagne que l'INAMI mène actuellement qui s'appelle Parlons-en, qui présente le dispositif Psy Première Ligne, et donc de plus en plus de gens commencent à connaître l'offre, et il y a aussi de plus en plus de gens qui sont le plus à l'aise qu'auparavant à faire appel à l'aide psychologique. Oui, il y a une démocratisation, une déstigmatisation de l'aide psychologique en fait. C'est ça, donc ça contribue aussi. Donc le dispositif contribue à déstigmatiser le suivi psychologique, à mettre sur le même pied d'égalité les soins somatiques et les soins psychologiques comme composants du bien-être, en fait. D'accord. Et est-ce qu'il y a assez de professionnels pour répondre à cette demande croissante? Alors, on peut se réjouir des budgets qui ont été alloués au réseau, qui sont assez conséquents aujourd'hui, qui permettent de répondre déjà beaucoup plus qu'auparavant à cette demande. Maintenant, ils ne sont certainement pas suffisants. On constate quand même que les demandes sont fortes, et donc on sait bien qu'on ne sait pas répondre à tout, ou en tout cas pas dans les délais dans lesquels on voudrait. Donc on essaye de répondre en fait, à la demande dans des délais raisonnables. C'est-à-dire avoir notamment un premier rendez-vous chez un psychologue dans un délai raisonnable, pas attendre 6 mois. L'idée est de prendre en charge les problèmes le plus tôt possible,
lorsqu'il y a une expression d'un mal-être quelconque, pour éviter que ça s'aggrave, que ça se complique. Tu parlais tout à l'heure de la convention INAMI. Est-ce que c'est une convention qui définit le champ d'action des psychologues de première ligne ? Exactement. Donc c'est vraiment, on va dire, la Bible pour le psychologue de première ligne, c'est cette convention qui a été signée par le réseau, les réseaux et l'INAMI. Et le psychologue, lui, signe également cette convention, mais avec le réseau. Et donc, c'est vraiment le cadre d'action du psychologue. Et donc là-dedans, on va trouver effectivement toutes les différentes modalités d'action du psychologue et tous les détails de son action en tant que psychologue de première ligne. Et quel est le champ d'action ? Qu'est-ce qu'un psychologue de première ligne peut faire par rapport à un patient ? Alors, il y a plusieurs modalités d'action. Alors, bien entendu, il y a les séances individuelles dans son cabinet. C'est une première chose. Actuellement, la majorité des séances se déroulent au cabinet. Mais progressivement, on impulse un changement de paradigme, une méthode de travail de première ligne, en fait. Et donc, il y a plusieurs possibilités d'agir en tant que psychologue de première ligne. Au-delà des séances en cabinet, il y a aussi des séances qui peuvent être réalisées à l'extérieur, chez des partenaires. On a par exemple des collaborations avec des CPS, la Croix-Rouge, des pratiques de médecine générale, où des psychologues, en fait, se déplacent et sont disponibles pour des consultations décentralisées, plus proches, plus visibles et plus proches aussi des besoins de publics cibles plus spécifiques. Ça, c'est une deuxième possibilité. Alors, il y a aussi les séances collectives, donc les séances de groupe. Ça, c'est aussi fortement encouragé. Donc là, les psychologues peuvent développer et selon les demandes de terrain, des offres qui peuvent répondre à des problématiques de santé mentale plus spécifiques, qui sont aussi dans une démarche plus préventive. On a également des interventions communautaires où là, ce ne sont pas des séances de groupe de première ligne, c'est-à-dire des séances de groupe avec des groupes bien identifiés sur plusieurs séances, mais ce sont des interventions. On peut imaginer par exemple un psychologue intervient dans une classe d'école pour aborder une problématique. Prenons un exemple du harcèlement scolaire par exemple, ou d'autres thématiques, ou auprès d'un autre groupe de personnes. Ça, c'est aussi une modalité d'action qui est vraiment préventive, puisque là, on va parler finalement à des citoyens, des individus, de manière anonyme, en fait, sur une problématique. Donc, on est vraiment dans la prévention. Et il y a une dernière modalité qui est aussi fortement encouragée et développée, en cours de développement, c'est le soutien aux professionnels de la première ligne. L'idée ici, c'est de venir partager de l'expertise, du point de vue du psychologue, de l'expertise en santé mentale, auprès de professionnels de la première ligne, qu'ils soient médecins, qu'ils soient infirmiers, qu'ils soient ou même du champ de l'action sociale, assistance sociale et d'autres, pour leur permettre en fait de mieux faire face aux problèmes de santé mentale qu'ils rencontrent au quotidien avec leurs bénéficiaires. Et donc ça leur permet aussi de prendre conscience à ces professionnels de terrain qu'il y a un réseau santé mentale qui existe, qu'ils peuvent orienter. Les psychologues peuvent aussi partager une expertise plus générale donc auprès de ces professionnels, c'est-à-dire échanger d'expertise sur une thématique précise. Prenons exemple, par exemple des assuétudes, ou par exemple sur la gestion des émotions. En fait, il y a beaucoup de choses qui peuvent s'imaginer. Et ça peut aussi être des échanges avec les professionnels de terrain sur des cas spécifiques. Qu'est-ce que je vais faire avec cette personne-là ? Comment est-ce qu'on va fonctionner ? Est-ce qu'on devrait orienter vers un autre professionnel ? Quel type d'action est-ce qu'on devrait prendre ? Et ça peut aller même jusqu'à la co-consultation avec les professionnels. En parlant de professionnels justement, est-ce que le médecin traitant a un rôle à jouer dans la santé mentale de ses patients ? Et que peut-il faire quand il est confronté à quelqu'un qui subit, qui vit des problématiques de ce genre ? En fait, c'est vrai que le médecin généraliste effectivement a un rôle crucial à jouer. Donc, c'est une profession avec le médecin traitant. Ils sont vraiment en première ligne pour pouvoir aussi identifier tous les problèmes de santé mentale et pouvoir justement mieux orienter le patient vers peut-être des soins plus appropriés lorsqu'il s'agit de problèmes de santé mentale. Donc le médecin tout d'abord il a un rôle de détection et d'orientation. C'est-à-dire, comme je vais le dire, il détecte les problèmes et il peut orienter. Donc ici, lorsqu'un médecin traitant rencontre une difficulté par rapport à un patient et qu'il identifie un problème de santé mentale, il peut déjà orienter le patient vers un psychologue de première ligne. Alors, la liste de tous les psychologues de première ligne de notre réseau se trouve sur notre site web, donc www.resm.be, donc resm.be, et là, toute la liste des psychologues, avec aussi une possibilité de les trier en fonction du lieu de pratique
de la disponibilité et aussi de certaines compétences qui ressortent chez le psychologue. Alors, naturellement, au-delà de ça, il peut collaborer avec un psychologue dans sa pratique quotidienne. Et donc, comme je viens de le dire, ça fait dans le cadre des missions de soutien aux professionnels, il peut aller un peu plus loin que simplement orienter, mais aussi établir des collaborations un peu plus structurelles avec des psychologues. Oui, donc le généraliste ici peut avoir un rôle de dépistage, si j'ose dire, de problématiques, mais également jouer un rôle de suivi. Exactement, parce que dans certaines situations, on encourage, et même pratiquement dans presque toutes les situations, avec bien entendu l'accord du patient, on encourage le psychologue à faire des retours vers le médecin traitant, notamment via des bilans fonctionnels que le psychologue peut faire, pour justement prendre en compte dans le trajet de soins du patient les deux éléments, c'est-à-dire à la fois la dimension somatique et la dimension psychologique. Et concrètement, une personne qui ressent le besoin de rencontrer un professionnel de santé mentale, comment peut-elle accéder aux soins de première ligne? Est-ce qu'elle a besoin d'une prescription? Elle peut se rendre sur votre site web, comme tu l'as dit, pour retrouver le nom d'un psychologue ou quelqu'un à qui parler. Est-ce qu'il y a d'autres méthodes pour elle de trouver un professionnel, d'avoir accès à cette aide? Alors, le plus simple, en fait, c'est de contacter directement un psychologue. Donc, via la liste des psychologues et les modalités de contact sur le site web. C'est le moyen le plus simple. On peut y accéder directement et c'est sans prescription médicale. Alors, bien entendu, les professionnels ont aussi le rôle à jouer d'orientation. Ils peuvent conseiller leurs patients, leurs bénéficiaires, de s'adresser à un psychologue. Ils peuvent aussi jouer le rôle d'intermédiaire, bien entendu, et contacter proactivement, si c'est plus adéquat, contacter proactivement le réseau ou les psychologues s'ils sont en recherche d'une aide psychologique pour leurs bénéficiaires. Et à combien de séances est-ce qu'on peut avoir droit dans le cadre des soins psy de première ligne? Alors, dans le cadre, j'ai parlé des missions, de toutes les missions, des possibilités d'action des psychologues. Alors, dans le cadre des séances individuelles, tout d'abord, tout citoyen a droit à 8 séances par an de psychologie de première ligne. Donc, si le psychologue juge utile et nécessaire qu'il y ait une intensification du traitement, on peut basculer vers une fonction qu'on appelle fonction de traitement. Alors, dans la fonction de traitement, ça peut aller jusqu'à 20 séances supplémentaires sur une année. Alors, au-delà d'un an, les compteurs sont mis à zéro et le citoyen, le patient, a de nouveau droit à ce même volume de séances. Alors, par contre, en ce qui concerne les séances de groupe, il n'y a aucune limitation. Ça veut dire qu'un citoyen, un patient, peut participer à toutes les séances de groupe qu'il souhaite sur une année. Et fatalement, pour les interventions communautaires qui sont anonymes, puisqu'il s'agit d'interventions ponctuelles, là non plus, il n'y a pas de restriction. Et tu disais tout à l'heure que la première séance est entièrement gratuite, mais quid des suivantes? Combien est-ce qu'elles coûtent? Alors, c'est 11 € le tarif de base pour une séance de première ligne, 4 € lorsqu'on bénéficie du statut BIM. La participation aux séances de groupe, elle, est à 2,50 €. Oui, donc c'est vraiment une volonté de rendre ces démarches et cette offre de soins vraiment accessibles au plus grand nombre, en fait. Exactement. Donc vraiment au plus grand nombre, et aussi à des publics plus vulnérables qui n'y avaient pas accès jusqu'alors. Et pour conclure, est-ce que tu penses que la situation générale des soins psychologiques de première ligne peut être améliorée? Est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Est-ce qu'il y a des améliorations en vue? Effectivement, c'est un processus, c'est un projet qui évolue constamment. On est déjà ici à la 3e mouture du projet, Psy Première Ligne. Et donc, on peut dire que la prise en charge des problèmes psychologiques a connu un bond énorme via le dispositif. Donc, on l'a dit plusieurs fois, ça a permis de rendre les soins beaucoup plus accessibles. Donc, financièrement, mais aussi l'accessibilité géographique, temporelle et l'intégration à des publics vulnérables. La déstigmatisation, on l'a dit aussi, ça permet de déstigmatiser la prise en charge de soins de santé mentale et pour une partie de plus en plus importante de la population. Alors dire que le fait d'avoir intégré les soins dans le réseau, ça permet d'intégrer le dispositif dans un maillage existant et qu'on n'ait pas ici une offre qui se construit à côté finalement de toute l'action qui se fait déjà au niveau de la prise en charge psychologique. Pour arriver à une offre en fait globale et cohérente et qui répond aux besoins sur un territoire donné. Alors, ici, les soins vont continuer à se développer puisqu'il y a une série de dispositifs innovants que j'ai cités tout à l'heure, les séances de groupe, les interventions communautaires, le soutien professionnel, qui sont vraiment innovants et qui rend finalement la démarche de plus en plus préventive. Et ça qui est vraiment intéressant.
Et alors, on espère aussi, que ça va continuer à évoluer, bien entendu, et que les pouvoirs publics continueront à soutenir cette démarche et pour amener les soins de santé mentale comme composante des soins de santé à part entière, et visant toujours cet objectif de bien-être global, en fait. Merci beaucoup, Jonathan, pour le temps que tu nous as accordé. Merci. Merci à vous d'avoir écouté cette émission. N'hésitez pas à nous donner votre avis, ça nous fait toujours plaisir. Vous pouvez également nous soutenir en vous abonnant et en partageant cet épisode autour de vous. On vous donne rendez-vous très bientôt pour le prochain épisode de l'Anamnèse. Au revoir.